Après des décennies de spéculations et de rumeurs, Patrice Wimore, âgée de 78 ans, veuve de l'acteur légendaire Errol Flynn, révèle enfin les secrets que nous attendions tous. Alors qu'Hollywood est aux prises avec ses confessions alarmantes, la vie et l'époque de l'une de ses stars les plus énigmatiques sont vues sous un jour complètement différent. Quels secrets a-t-elle révélés et comment vont-ils rechapper notre compréhension de l'héritage de Flynn? Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour le découvrir. Jeunesse. Errol Leslie Thompson. Flynn semblait destiné à la grandeur dès le début. Né le 20 juin 1909 à l'hôpital Queen Alexandra à Battery Point, en Tasmanie, Errol Flynn était le fils de Theodore Thompson Flynn, professeur de biologie à l'Université de Tasmanie, et de Lily Mary Young, qui, Adair a changé son nom en Morel. Sa mère, Morel, venait d'une famille avec un passé marin, mais ensuite, les deux parents de Flynn étaient australiens, avec un mélange d'ascendance irlandaise, anglaise et un peu écossaise. Dès son plus jeune âge, Flynn avait un esprit agité et une soif insatiable d'aventure qui façonnerait son caractère à la fois à l'écran et en dehors de celui-ci. Pendant ses années de formation, il aimait passer du temps avec des animaux sauvages comme les tigres, les kangourous, les opossums et les diables de Tasmanie. Ces animaux étaient pris en charge par son père, Theodore, qui était professeur de biologie. Les premières études de Flynn eurent lieu à Hobart, en Tasmanie, où il passait d'une école à l'autre, y compris la prestigieuse Hutchins School et le Hobart College. Bien que Flynn ait grandi dans un bel environnement, Flynn affirme qu'il se heurtait souvent à sa mère, Morel, qui, selon lui, le punissait fréquemment physiquement lorsqu'il était enfant. Cette relation chaotique a eu des conséquences sur le jeune Flynn, ce qui a conduit à ses fréquentes expulsions de différentes écoles, y compris des incidents tels que son implication avec le tristement célèbre Gang Razor à Sydney. Errol Flynn a montré son premier intérêt pour le spectacle à seulement 9 ans, lorsqu'il a eu l'occasion de participer à un carnaval de la reine en tant que page auprès de la politicienne australienne Enid Lyons. Cependant, ses premières performances n'attirèrent pas beaucoup d'attention ni d'argent. Alors, en 1923, Flynn fut envoyé au South West London College, un internat privé à Barnes, Londres. Il y passa 2 ans avant de retourner en Australie en 1926 pour fréquenter le Sydney Church of England Grammar School, connu sous le nom de Shore. Pendant son séjour à Shore, il eut l'opportunité de rencontrer le futur Premier ministre australien, John Gorton. Cependant, le séjour de Flynn à Shore s'est terminé très rapidement lorsqu'il a été expulsé, apparemment pour vol. Après tout l'incident, Flynn a affirmé plus tard que ce n'était pas dû au vol, mais en fait à cause d'un scandale impliquant un employé de l'école. Mais les détails de cet incident restaient flous. Après son expulsion de Shore, la vie de Flynn a pris un tournant difficile. Encore une fois, il perdit un emploi à Sydney pour avoir volé de la petite monnaie, et c'est à ce moment-là qu'il décida de se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'âge de 18 ans pour chercher fortune dans la plantation de tabac et l'exploitation minière dans le champ aurifère de Marobe. Il réussit à y maintenir une certaine stabilité, car, au cours des 5 années suivantes, il a fait des allers-retours entre la Nouvelle-Guinée et Sydney, essayant diverses choses pour réussir. Cependant, en janvier 1931, Flynn s'est fiancé à Naomi Campbell-Dibbs, la fille cadette de Robert et Emily Hamlin Campbell-Dibbs. Cependant, leurs fiançailles n'ont pas mené au mariage, ajoutant un autre scandale à la vie personnelle de Flynn. Ses premières années de vie ont été marquées par des interruptions éducatives, des scandales et des aventures, ce qui a jeté les bases du personnage énigmatique qu'il incarnerait plus tard sur le grand écran. Carrière. Alors qu'Errol Flynn travaillait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le cinéaste australien Charles Chauvel réalisait un film sur la célèbre mutinerie du Bounty intitulé « In the Wake of the Bounty ». Ce film combinait des reconstitutions de la mutinerie avec des scènes réelles de l'île Pitcairn. Chauvel avait besoin d'un acteur pour jouer Fletcher Christian, et il y a diverses histoires sur la manière dont Errol Flynn a obtenu le rôle. Certains disent que Chauvel a vu la photo de Flynn dans une histoire sur le naufrage d'un yacht, tandis que le récit le plus populaire suggère que Flynn a été découvert par son collègue de casting, John Warwick. Bien que le film n'ait pas bien marché au box-office, Flynn a offert une performance spectaculaire qui a captivé l'attention du public,
l'incitant à se rendre en Grande-Bretagne plus tard cette année-là pour poursuivre une carrière d'acteur à temps plein. Lorsqu'il est arrivé en Grande-Bretagne, Flynn a commencé comme figurant dans un film appelé I Adore You. Il a ensuite rejoint la Northampton Repertory Company pendant 7 mois pour perfectionner ses compétences d'acteur. Flynn est apparu dans divers théâtres à travers le Royaume-Uni, y compris le Festival de Malvern et le célèbre West End de Londres. Son temps avec la Northampton Repertory Company s'est très vite terminé à cause d'un incident impliquant une régisseuse. Mais cela n'a pas découragé Flynn qui a continué dans l'industrie cinématographique jusqu'à ce qu'il décroche finalement un rôle principal dans Meurtre à Monte-Carlo en 1935. Il a été recommandé par Irving Escher, qui voyait du potentiel en lui. Escher a ensuite réussi à convaincre Warner Brothers à Hollywood de signer avec Flynn, l'emmenant ainsi à Los Angeles. Chez Warner Brothers, la grande opportunité de Flynn est venue avec Captain Blood en remplaçant le choix initial pour le rôle principal. Le film a été un énorme succès, propulsant Flynn et sa co-star Olivia de Havilland vers la célébrité. Ce succès l'a établi comme l'un des acteurs principaux d'Hollywood et a conduit à davantage de collaborations avec de Havilland et le réalisateur Michael Curtiz, y compris la charge de la Brigade légère. La polyvalence de Flynn était évidente alors qu'il abordait différents rôles dans des films d'aventure, des drames et des comédies. Il a joué dans des films comme Les Aventures de Robin des Bois, qui est devenu un succès mondial, mettant en valeur le charisme et l'athlétisme de Flynn. Malgré son charme à l'écran et son succès, l'esprit aventureux de Flynn provoquait parfois des frictions avec ses co-stars. Par exemple, Bette Davis, sa co-star dans le film de 1939 The Private Lives of Elizabeth and Essex, trouvait son comportement inacceptable. Elle était particulièrement agacée que Flynn touche un salaire plus élevé. Lors d'un incident mémorable pendant une répétition devant de nombreux autres figurants, Davis, qui portait ses bagues élisabéthaines élaborées, a donné une gifle à Flynn qui lui a laissé une forte impression. Des années après l'incident, Flynn l'a comparé à un coup du légendaire boxeur Joe Louis lui-même. Gêné, Flynn a confronté Davis dans sa loge, mais Davis est resté imperturbable et a dit à Flynn « Si tu ne peux pas encaisser une petite gifle, c'est bien dommage ». Malgré les défis sur le plateau et ses interactions parfois tendues avec ses co-stars, Flynn a continué à recevoir des éloges et des récompenses pour ses performances. Il a maintenu une série de succès consécutifs, avec Les Aventures de Robin des Bois se distinguant comme l'un de ses films les plus renommés et commercialement réussis. C'était pendant cette période que la Seconde Guerre mondiale prenait de l'ampleur. Flynn, cependant, continuait à exceller dans sa carrière d'acteur, jouant dans des films tels que Gentleman Jim et Desperate Journey. Mais au milieu de tout ce succès, les choses ont commencé à prendre une tournure différente lorsque sa vie personnelle a été frappée par un scandale sérieux. Il a été accusé de crimes statutaires, ce qui a terni son image publique. Mais alors, malgré ces défis, Flynn est resté une figure populaire et influente à Hollywood, offrant constamment des performances mémorables d'un plateau de tournage à l'autre. Son héritage a pu perdurer grâce à ses rôles emblématiques et ses contributions à l'industrie cinématographique, demeurant un symbole du Hollywood classique et de l'archétype du héros intrépide. Sa capacité à captiver le public, même lorsqu'il fait face à des défis personnels, a consolidé son statut de légende d'Hollywood. Symbole sexuel. Flynn se considérait comme un symbole phallique, qui est notoirement associé au sexe. Il l'avait dit en ses propres mots et se vantait constamment de ses exploits sexuels alimentés par la cocaïne. Cependant, en 1943, il a été accusé de 2 chefs de viol sur des mineurs impliquant 2 filles mineures. Bien que Flynn ait admis avoir eu une rencontre consensuelle avec l'une d'elles, il a affirmé qu'il connaissait à peine l'autre fille. Le procès a attiré une attention médiatique considérable, transformant Flynn en risée nationale, tout en renforçant son image de symbole sexuel. C'est pendant cette période tumultueuse qu'il a rencontré Nora Addington, âgée de 18 ans, qui allait bientôt devenir sa deuxième épouse. Ensemble, ils eurent 2 filles. Flynn fut finalement acquitté de toutes les charges et reprit sa vie, mais le mal était déjà fait. Malgré les défis juridiques et le jugement moral auquel il a fait face, Flynn est resté une figure éminente et influente à Hollywood, connu à la fois pour ses rôles élégants à l'écran et ses escapades en dehors.
Vie personnelle, Flynn était le genre de personne qui aimait profiter de la vie. Il était assez un personnage, connu pour ses manières sauvages. Il courait après les femmes, buvait beaucoup, fumait énormément et touchait même à la drogue. Pendant les années 1940, ses escapades amoureuses incluaient des figures notables telles que Luc Vélez, Marlène Dietrich et Dolores del Rio, entre autres. Mais des personnes comme Carole Lombard, cependant, ont réussi à repousser ses avances, bien qu'elle l'ait quand même invité à ses somptueuses soirées. Flynn était un habitué des somptueuses fêtes du château de Hearst, jusqu'à ce qu'une nuit, il soit expulsé pour avoir été trop ivre. L'homme avait tellement de charme que l'expression « in like Flynn » a été inventée pour le décrire, soulignant la facilité avec laquelle il séduisait les femmes, bien que son origine exacte reste sujette à débat. Flynn aimait tellement cette expression qu'il voulait intituler ses mémoires « In Like Me ». Mais son éditeur a insisté pour le titre plus sensationnel « My Wicked, Wicked Ways ». Sa maison était comme une jungle de passages secrets et de Judas, y compris une trappe au-dessus d'une chambre d'amis pour observer secrètement. Lorsque le guitariste des Rolling Stones, Ronnie Wood, a visité les lieux, il a découvert les miroirs voyeurs de Flynn et les systèmes de haut-parleurs cachés, qui n'étaient pas pour la sécurité, mais pour le plaisir de Flynn. Les magazines de potins d'Hollywood à cette époque publiaient souvent des histoires scandaleuses sur ces méthodes élaborées de voyeurisme. Flynn avait un compagnon fidèle en son chien, Arno, qui était spécialement entraîné pour le protéger. Arno l'accompagnait partout jusqu'à sa fin malheureuse en 1941. La vie romantique de Flynn était tout aussi mouvementée que sa carrière professionnelle. Il s'est marié 3 fois, d'abord avec Lily Demita, puis avec Nora Addington, et enfin avec Patrice Wymore. Il a eu des enfants avec sa 2e et 3e épouse. Malgré les rumeurs qui suggèrent le contraire, sa co-star Olivia de Havilland a nié toute implication romantique avec lui pendant le tournage de Robin des Bois, citant le statut marital de Flynn comme un obstacle. Après avoir quitté Hollywood, Flynn s'est installé en Jamaïque avec Wymore, où il a joué un rôle important dans le développement du tourisme et a même possédé un hôtel. L'une des choses les plus difficiles qu'il et la famille Flynn ont dû affronter fut lorsque son fils, Sean, acteur et correspondant de guerre, a disparu au Cambodge pendant la guerre du Vietnam en 1970. Malgré des recherches approfondies, ni les corps de Sean ni ceux de son collègue Dana Stone n'ont jamais été retrouvés. On pense largement qu'ils ont été victimes des guerrilleros des Khmers rouges. Après une décennie de recherche, Sean a été officiellement déclaré décédé en 1984. Sa vie liée à celle de son père est bien documentée dans le livre Inherited Risk, Errol and Sean Flynn in Hollywood and Vietnam. Malgré les aspects tumultueux de sa vie personnelle, l'héritage de Flynn en tant que star et aventurier emblématique d'Hollywood reste intact. Des fêtes sauvages. La maison de Flynn sur Mulholland Drive dans les collines d'Hollywood était un mélange d'espace de vie et de lieux de fête. Connue pour ses fêtes extravagantes, la maison de Flynn était toujours remplie de célébrités, d'amis et même d'inconnus. Il y avait tellement de monde là-bas à certains moments que Flynn pouvait à peine entrer chez lui. Dans son autobiographie, il a noté que ses invités allaient de criminels et acteurs à athlètes et vendeurs. Flynn se décrivait comme irrésistible pour les femmes, plaisantant qu'il avait besoin d'une batte de baseball pour les tenir à distance. Il disait que des femmes venaient chez lui chaque jour, proposant le mariage malgré son infidélité bien connue. Flynn se défendait contre les accusations d'infidélité, disant qu'il ne pouvait s'en empêcher lorsque les femmes faisaient des avances. Il disait « Ces nombreuses conquêtes amoureuses ont conduit à l'expression « in like Flynn », qui se traduit vaguement par succès rapide, surtout en amour. Dans son autobiographie « My Wicked, Wicked Ways », il a écrit que tout le monde comprenait que les femmes l'avaient invité, qu'il ait ou non effectivement interagi avec elles. Au début des années 1950, Flynn vivait sur son yacht bien-aimé, le Zaka, en Méditerranée. Il était accompagné de sa 3e femme, Patrice Wymore, et de leur fille. Il passait ses journées à plonger, nager et côtoyer des personnes célèbres comme Rita Hayworth, le roi Farouk d'Égypte et le prince régnier de Monaco. Malgré son style de vie glamour, Flynn a fait face à de sérieux problèmes financiers qu'il imputait à tout le monde sauf à lui-même.
Flynn portait toujours une valise étiquetée Flynn Enterprises, remplie de vodka, de verre, de quinine et d'une Bible. À mesure que son mode de vie devenait plus imprudent et malheureux, il buvait de plus en plus. Son visage autrefois beau est devenu bouffi et pâle, montrant le prix que son mode de vie lui avait coûté. Figure controversée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Errol Flynn était l'un des acteurs les plus célèbres du monde. Mais contrairement à beaucoup d'autres stars d'Hollywood, il n'a jamais rejoint l'armée. Cela a fait se demander pourquoi. Certains pensaient qu'il ne se souciait pas de la guerre, tandis que d'autres croyaient qu'il avait peut-être eu peur. Son ami David Navan a dit que Flynn n'avait aucune loyauté. Flynn avait 33 ans et a été jugé inapte au service militaire à cause de problèmes de santé. Cependant, certaines personnes, dont J. Edgar Hoover, pensaient que son studio de cinéma aurait pu l'aider à éviter de rejoindre l'armée. Parce que Flynn était un héros d'action populaire et très athlétique, beaucoup avaient du mal à croire qu'il n'était pas en assez bonne santé pour servir. Mais la vérité était que Flynn avait tellement de sérieux problèmes de santé. Il avait une maladie cardiaque, un paludisme récurrent, une tuberculose chronique, plusieurs MST et des douleurs chroniques. Ces problèmes le rendaient inapte à tout service militaire. Ses problèmes de santé étaient si graves qu'il s'effondrait parfois sur les plateaux de tournage, comme l'a rapporté le Los Angeles Times. En 1980, un écrivain nommé Charles Higham a suggéré qu'Errol Flynn aurait pu être un espion pour les nazis. Higham a fondé cette idée sur les liens de Flynn avec des personnes ayant des attaches nazies. L'un des amis de Flynn, le docteur Hermann Urban, était membre du parti nazi et prétendait qu'on lui avait demandé de devenir espion, bien qu'il n'ait jamais dit qu'il l'était réellement. Un autre ami, Freddie McAvoy, était connu pour être antisémite et un sympathisant nazi. Haim a également affirmé avoir entendu de quelqu'un dont le mari travaillait étroitement avec Flynn, disant que Flynn avait admis une fois, en état d'ivresse, être un espion nazi. C'est devenu une affaire de parole contre parole. Cependant, cette théorie a été remise en question par un livre intitulé Errol Flynn, l'espion qui n'a jamais été, publié en 1990, qui soutenait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que Flynn était vraiment un espion. Des procès et des drames juridiques. Errol Flynn a fait face à des problèmes juridiques importants en 1942 lorsqu'il a été accusé de détournement de mineurs par deux jeunes filles, Betty Hansen et Peggy Satterley. Le procès a créé une frénésie médiatique. Pourtant, la base de fans de Flynn est restée loyale. Le stress des accusations a plongé Flynn plus profondément dans l'alcoolisme, affectant sa carrière cinématographique. Ses films ont commencé à mal se vendre, les critiques étaient dures et il a perdu de l'argent. Les réalisateurs furent informés de ses problèmes d'alcool, mais Flynn trouvait toujours des moyens de boire pendant le tournage. Et il commença même à consommer des drogues dures et des stupéfiants. Finalement, il devint trop difficile de travailler avec lui et Warner Brothers en eut assez de leur chouchou. Alors ils mirent fin à leur contrat avec lui. Dans le spectacle médiatique qui a suivi les accusations, Flynn a fait face à 3 accusations graves qui auraient pu entraîner jusqu'à 50 ans de prison. Malgré la gravité de la situation, il continuait à recevoir le soutien de ses fans, particulièrement des femmes. De grandes foules se rassemblaient à l'extérieur du tribunal, et certains fans réussissaient à obtenir des places à l'intérieur. Le tribunal avait même des médecins prêts à intervenir au cas où des fans s'évanouiraient. Lorsque le procès a commencé le 11 janvier 1943, les jeunes accusatrices ont dû montrer leur visage sans aucune protection, ce qui était stressant pour elles. Pendant ce temps, le charme de Flynn captivait la salle d'audience. Des fans féminines manifestaient leur soutien à l'extérieur du tribunal, demandant des autographes et prenant même des morceaux de ses vêtements comme souvenirs. Flynn a reçu de nombreuses lettres de soutien, principalement de femmes, et son studio s'est empressé de sortir son prochain film pour tirer parti de l'attention accrue. Pendant le procès, 9 femmes et 3 hommes ont servi comme jurés. Flynn a charmé les jurés en leur souriant et en leur parlant directement. Ses avocats ont attaqué la crédibilité des accusatrices, les décrivant comme peu fiables et en soulignant leur origine ouvrière et leur éducation limitée. La défense a également soutenu que les accusations étaient un stratagème pour un gain financier. L'affaire reposait en grande partie sur des témoignages contradictoires. Flynn a témoigné et a nié avec force toutes les allégations. Malgré un contre-interrogatoire rigoureux, il a maintenu son innocence.
Le procureur a exhorté le jury à voir au-delà du charme de Flynn, mais l'avocat de Flynn a insisté sur sa victimisation et a dépeint les accusateurs comme trompeurs. Finalement, le jury a rendu un verdict de non-culpabilité. Flynn a exprimé sa gratitude à chaque juré et ses partisans ont célébré juste devant le palais de justesse. Le procès a mis en lumière les attitudes sociétales envers les femmes et les dynamiques de pouvoir à Hollywood. Mais ensuite, des décennies plus tard, des mouvements comme #Moi aussi attireraient davantage l'attention sur l'exploitation des jeunes femmes dans l'industrie. Mord. En 1959, Errol Flynn se retrouva dans de graves problèmes financiers. Pour résoudre ces problèmes, il se rendit à Vancouver le 9 octobre pour discuter de la location de son yacht, Zeka, à un homme d'affaires nommé George Caldo. L'accompagnant était Beverly Adland, une actrice de 17 ans qui s'est avérée être sa petite amie. Soit dit en passant, Flynn avait une cinquantaine d'années. Le 14 octobre, alors que Caldo conduisait Flynn et Adland à l'aéroport pour leur retour à Los Angeles, Flynn a commencé à se plaindre de douleurs intenses au dos et aux jambes. Inquiet, Caldo a détourné vers la résidence du Dr Grant Gould. Flynn avait clairement du mal, notamment à monter les escaliers. Le Dr Gould soupçonnait que Flynn souffrait d'une maladie dégénérative des disques et d'ostéoarthrite de la colonne vertébrale, des affections connues pour causer des douleurs sévères. Pour atténuer l'inconfort de Flynn, le Dr Gould a administré une injection intraveineuse de 50 mg de Demerol, un médicament analgésique. La douleur de Flynn a diminué et il a commencé à se remémorer sa vie. Se sentant mieux, il a même refusé un verre quand on lui a proposé. Le Dr Gould a recommandé à Flynn de se reposer dans la chambre de l'appartement avant de poursuivre son voyage. Flynn a rassuré tout le monde qu'il se sentait beaucoup mieux. Cependant, 20 minutes plus tard, Adland a vérifié Flynn et l'a trouvé inconscient. Malgré une prise en charge médicale immédiate et un transfert rapide à l'hôpital général de Vancouver, Flynn n'a jamais repris connaissance et a été déclaré mort ce soir-là. Le rapport du coroner a attribué son décès à un infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque, déclenché par une thrombose coronarienne et une athérosclérose coronarienne. De plus, Flynn avait des problèmes hépatiques, y compris une dégénérescence graisseuse et une cirrhose partielle, qui ont contribué à sa disparition. Flynn a été enterré au cimetière Forest Lawn Memorial Park à Glendale, Californie, un endroit qu'il avait auparavant exprimé du mépris. En signe de respect pour ses préférences, Flynn a été enterré avec 6 bouteilles de son whisky préféré, ce que sa femme avait à dire à son sujet. Près d'un demi-siècle après la mort d'Errol Flynn, sa dernière épouse, Patrice Wymore, a offert des réflexions intrigantes sur sa déchéance. Wymore a commencé sa carrière à Broadway dans les années 40, en apparaissant dans des comédies musicales avant de passer à Hollywood. Elle a fait ses débuts à Hollywood dans la comédie romantique de 1950 « Mon cœur t'appartient » aux côtés de Doris Day et Gordon MacRae. La même année, elle a également joué dans le western Rocky Mountain, qui aurait été l'occasion pour elle de rencontrer Flynn. Après la fin des films, Flynn a rompu ses fiançailles avec une princesse roumaine pour épouser Wymore. Dans son autobiographie de 1959, « My Wicked Wicked Ways », Flynn raconte comment il avait demandé à sa gouvernante d'annoncer la nouvelle à la princesse par téléphone, traitant cela comme un détail sans importance pour rompre avec la royauté. Malgré son désir déclaré d'un mariage stable, Flynn persistait dans son schéma d'infidélité, de consommation excessive d'alcool et de drogue. Il a également rencontré des défis dans sa carrière et subi des pertes financières importantes dans ses tentatives échouées de produire une version cinématographique de Guillaume Tell. Lui et Wymore étaient séparés au moment de sa mort en 1959 alors qu'il était au Canada, résidant avec sa petite amie adolescente Beverly Adland. Wymore a choisi de ne pas se remarier et a constamment défendu son défunt mari dans des interviews, affirmant que la personnalité débauchée attribuée à Flynn ne correspondait pas à l'homme qu'elle connaissait. Dans une interview de 2005, elle a remarqué qu'il avait simplement perdu son chemin. La carrière d'Errol Flynn, qui brillait autrefois, a été ternie par de nombreuses luttes qui ont contribué à sa chute éventuelle. Malgré son personnage intrépide à l'écran, Flynn a fait face à des difficultés personnelles et professionnelles importantes.
Cela comprenait des dépenses extravagantes et des entreprises échouées, en particulier sa tentative infructueuse de produire une adaptation cinématographique de Guillaume Tell. Ces échecs commerciaux ont aggravé ses problèmes financiers et ont eu de lourdes conséquences sur sa santé mentale et physique, l'entraînant davantage dans l'alcoolisme et la toxicomanie. Wymore a révélé que ces épreuves ont profondément affecté leur mariage. Malgré ses efforts pour fournir un environnement familial stable, les comportements autodestructeurs de Flynn rendaient de plus en plus difficile le maintien de leur relation. Elle a noté que le public voyait rarement la complexité de la personnalité de Flynn, qui était un mélange de charme et de problèmes profondément enracinés. Alors que le monde voyait une figure espiègle et aventureuse, Wymore voyait un homme luttant contre ses démons intérieurs. Dans diverses interviews, Wymore a continué à défendre Flynn contre les aspects plus désordonnés de son image publique. Elle insistait sur le fait qu'il était une personne gentille et incomprise qui a succombé aux pressions de Hollywood. Son soutien indéfectible suggérait que Flynn possédait des qualités de gentillesse et de vulnérabilité souvent éclipsées par ses frasques publiques tumultueuses. Selon Wymore, l'image publique de Flynn ne reflétait pas sa vraie nature. Il était bien plus que le personnage superficiel souvent dépeint par les tabloïds. La détérioration de la santé de Flynn a également joué un rôle crucial dans sa chute. Des douleurs chroniques dues à des problèmes de colonne vertébrale dégénératifs et à d'autres conditions médicales l'ont conduit à dépendre de plus en plus de l'alcool et des narcotiques pour soulager en partie la douleur. Cela a exacerbé ses difficultés existantes avec l'abus de substances, compromettant davantage son bien-être physique et mental. Wymore a souligné ces problèmes de santé comme des facteurs significatifs ayant contribué au comportement erratique de Flynn et à sa fin très tragique. Mais ensuite, Wymore a également abordé le sujet délicat. Elle a parlé de la relation controversée de Flynn avec Beverly Adland, alors adolescente. Elle pensait que Flynn cherchait de la compagnie et tentait de retrouver sa jeunesse plutôt que d'agir par de pures intentions d'exploitation. Malgré le jugement de la société, Wymore a affirmé que la relation de Flynn avec Adland représentait sa lutte pour trouver de l'affection et une connexion durant ces dernières années, ce qui prouve encore sa vulnérabilité et son besoin d'amour. Dans l'ensemble, Patrice Wymore a offert un portrait plus nuancé de la vie d'Errol Flynn, contrastant fortement avec son image publique. Elle l'a présenté comme un individu complexe qui, malgré ses défauts, était fondamentalement incompris. Selon elle, la chute de Flynn était une combinaison de luttes personnelles, de problèmes de santé et des pressions écrasantes de la célébrité. Les réflexions de Wymore ont offert une compréhension plus profonde de la fin tragique d'une icône de Hollywood, en soulignant que Flynn était en essence un homme qui avait perdu sa voix. L'héritage, l'icône charismatique d'Hollywood dont le nom résonne encore aujourd'hui auprès du public, Errol Flynn, a longtemps suscité fascination, notamment en ce qui concerne sa richesse. Bien que les estimations de diverses sources varient, suggérant qu'il avait accumulé une fortune d'environ 10 millions de dollars au moment de son décès en 1959, un montant équivalent à la somme ahurissante de 90 millions de dollars aujourd'hui lorsqu'on tient compte de l'inflation. Il y a une contradiction très intéressante. Certaines sources dressent maintenant un tableau radicalement différent, estimant sa valeur nette à seulement 1 million de dollars. Cette disparité dans les estimations révèle un aspect captivant de la vie de Flynn. Son style de vie extravagant et ses démêlés avec la loi ont considérablement influencé sa situation financière. Connu pour sa personnalité hors norme à l'écran et en dehors, Flynn se livrait à des plaisirs opulents qui ont inévitablement pesé sur ses finances. De son goût coûteux pour les vins fins à l'organisation de fêtes extravagantes dans des domaines luxueux, en passant par la navigation sur des yachts somptueux et les fréquentes aventures mondiales, Flynn ne se privait d'aucune dépense pour vivre pleinement sa vie. Cependant, parallèlement à son mode de vie somptueux, Flynn a rencontré de nombreux défis juridiques qui ont encore aggravé sa situation financière. Tout au long de sa carrière, il a fait face à des accusations allant de charges légales à des allégations d'évasion fiscale, qui ont non seulement terni sa réputation, mais aussi entraîné des frais juridiques et des pénalités considérables. Malgré la nature en montagne russe de sa vie personnelle et publique, l'héritage d'Errol Flynn dans le cinéma reste indélébile.
Réputé pour son charme magnétique et sa présence éblouissante à l'écran, Flynn continue de captiver les audiences à travers les générations. Qu'il ait été intrépide à l'écran ou qu'il navigue dans les complexités de sa vie privée, son impact sur l'âge d'or d'Hollywood perdure. En réfléchissant à la vie et à la carrière de Flynn, qui ont peut-être été pleines de hauts et de bas, nous sommes rappelés de son influence persistante et de l'attrait intemporel qu'il a apporté à l'écran, qui était indéniable. Malgré des problèmes financiers et des ennuis juridiques, il reste une icône adorée du cinéma classique. Son charme et ses rôles aventureux continuent de captiver le public, assurant son héritage en tant que légende d'Hollywood.